Bonjour, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour des épisodes 7, 8, 9 de la série Andorre. Moi je m'appelle le Cyborgien et si j'ai fait ces vidéos, c'est pour essayer de partager un petit peu de ma passion. Alors épisode 7, 8, 9 de Andorre, alors je serais tenté de dire troisième téléfilm d'Andorre. Oui, dans le sens où depuis le début de la QV, alors on nous met en ligne trois épisodes d'affilée en bloc qui racontent en fait un début, milieu de fin d'une histoire séparé de un an chaque sortie en fait. Ouais, je veux dire par là, c'est que chronologiquement parlant, il y a un an qui s'écoule entre chaque aventure en fait. Il y a un an qui se sont écoulés entre les 1, 2, 3 et 4, 5, 6, et encore un an entre la semaine dernière et celle de cette semaine. Là oui, on assiste là à un moment clé dans la rébellion, moment clé dans le sens où euh, là on voit la rébellion se réveiller. Là, on voit le déclic. Je ne dis pas quoi pour ne pas spoiler, rentrer en détail, mais disons qu'il y a un événement qui fait que la rébellion, c'est bon, reprend le poil de la bête, c'est le moment où la rébellion doit montrer les crocs, quoi, grosso modo. Et je me rends compte que toute la série Andorre est construite de cette manière-là, d'essayer de combler le vide entre un moment où l'Empire s'est soulevé, s'est affirmé, je pense à Star Wars épisode 3, là, dans le site, et le moment où c'est la rébellion, en fait, qui a émergé. Bah, il y a un vide en fait, parce qu'on voit juste Luke dans l'épisode 4 se rallier à la rébellion, mais qui n'existe pas encore dans le troisième volet. Ouais, parce que dans l'épisode 3, tout ce qu'on voit, c'est l'Empire qui a manipulé la Haute République, et on voit la Haute République chuter. C'est plutôt ça l'histoire du troisième volet en fait. C'est la chute de la Haute République. Mais entre ce moment-là et le moment où la rébellion se montre offensif, montre les crocs, enfin, s'affirme, dans l'épisode 4, bah, il y a un grand blanc en fait. Oui, il y a un grand espace où on doit deviner ce qui s'est passé pour que la rébellion apparaisse. Bah, c'est ce blanc-là que comble la série. Et je parlais de la bataille de Yavin la semaine dernière. Là, on en apprend un peu plus. On en apprend pourquoi en fait la planète est si intéressante. Oui, parce que la bataille de Yavin, je répète par rapport à la semaine dernière. Oui, en fait, la bataille de Yavin que l'on mentionne ici, c'est la fameuse bataille que l'on voit dans le premier Star Wars, celui sorti en 77. On voit la bataille contre la première étoile de la mort. C'est le nom qu'on donne à cette bataille-là dans l'univers Star Wars. Bah, en fait, cette bataille-là est devenue cruciale en fait. Et on ne comprenait pas pourquoi. Parce que dans le premier film, si on réfléchit bien, dans le premier film, c'est juste la bataille qui va conclure en fait. C'est comme ça qu'on le comprend. C'est grosso modo, il y a un empire qui s'est installé quelque part, qui a émergé quelque part, et aux rebelles de le contre-attaquer. Mais à voir l'histoire du numéro 1 à l'époque, on pourrait dire que c'était la bataille décisive, quoi. Que c'est bon, la rébellion a gagné. Or, 2-3 ans plus tard, quand l'Empire contre-attaque sort, on comprend que, ah bah non, en fait, c'était juste une bataille pas mettre en d'autres, c'était pas la guerre à proprement parler. Et pour illustrer ça, l'épisode d'aujourd'hui m'a fait penser à une certaine imagerie. Bah, ça m'a fait penser à des films sur la résistance française, genre Lucie Aubrac, je crois. Si vous ne connaissez pas Lucie Aubrac, je peux le comprendre. Le film est sorti dans les années 90. C'est avec Carole Bouquet et Daniel Auteuil. C'est l'histoire d'un couple de résistants. Nous sommes en France pendant la Seconde Guerre mondiale, sous occupation allemande. Et donc, dans ce couple de résistants, le mari se fait arrêter et la femme, Lucie Aubrac donc, organise son évasion. Fomente des plans pour organiser son évasion. Je peux comprendre que c'est un peu particulier mon cas parce que j'ai pas vu le film, donc j'essaye de me rapprocher. Je parle juste de la bonne annonce et de l'ambiance auquel se rapprochent les épisodes de cette semaine de Andorre avec l'ambiance qu'il y a dans les récits de la résistance de cette Seconde Guerre mondiale. Et c'est d'autant plus affirmé ici que d'un côté il y a pas mal d'acteurs français qui ont été castés. Ah d'ailleurs ils ont prévu un truc pour ressentir le côté c'est une union étrangère parce que c'est une série à destination des Américains, enfin c'est une série américaine, et l'inspiration en fait pour les créateurs, c'est de initier le public américain à cette période-là, qui a lieu dans une langue étrangère, alors, de leur point de vue. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est que, comment dire sans rentrer dans les détails, c'est que ils ont casté d'abord les acteurs français, pour l'accent je présume, mais ils ont joué sur le côté, c'est une langue extraterrestre avant tout. Ils ont inventé une langue en fait. Je pense qu'il y a un truc dans ce genre-là. Enfin,
regardez un petit peu les épisodes, c'est un petit peu particulier. Parce que je reconnais beaucoup d'acteurs français qui sont vraiment français. Ouais, j'ai reconnu Gilou, par exemple, de Engrenage, qui est une fiction française, en fait, qui date de 2004. C'est une fiction, fait partie des fictions de Canal+, une série policière. Bah, il est dedans, c'est lui, Gilou. Ah oui, et autre visage connu, alors je sais pas si c'était voulu, mais pour moi, il y a un petit clin d'œil. Je pense à Richard Samel. Alors, Richard Samel, qui fait partie là des têtes de la résistance, des têtes de la rébellion, pardon. Euh, je le connais pour incarner un vampire dans la série The Strain. Alors, The Strain, c'est une série de Guillermo del Toro. Oui, dans les grandes lignes, The Strain raconte. Alors, du point de vue d'un groupe composé de scientifiques, une invasion de vampires. C'est-à-dire le monde menacé par une armée de vampires. Et dans cette série, Richard Samel incarnait un vampire, genre une sorte de Dracula. Je ne dis pas qu'il incarnait qu'un Dracula, attention, je dis juste qu'il incarnait un des pontes en fait des clans vampiriques. Il me semble même que dans des épisodes, on apprenait qu'il avait un passif d'ancien nazi, quoi. Vous comprenez pourquoi j'ai eu le sourire quand j'ai vu le mec? Oui, parce que là, il joue un résistant. Attention. Dans The Stray, il incarne une sorte de vampire qui a été nazi à une époque. Vous voyez un petit peu le gloubi-boulga de ses origines. Et là, il incarne une espèce de ponte caporal de la résistance. Et pour rire, c'est lui aussi le nazi dans un OSS. Et pour en revenir à Andorre, mais vraiment 100% Andorre, il me semble que, alors parce que j'ai vu des commentaires parlant de Star Wars Rebels, alors j'ai pas vu le dessin animé, je suis encore à Clone Wars, et il me semble que les événements relatés dans Andorre là s'imbriquent parfaitement avec le dessin animé Rebels. Alors je sais pas comment ils ont fait, mais alors, parce que là ça me fait penser à une note d'attention de Tony Gilroy qui parlait de Andorre de la première saison. Il disait que Andorre serait une série conçue sans fanservice. Sauf que quand tu fais une série dont l'histoire se confond avec un autre dessin animé, c'est du fanservice. Enfin là, si c'est si bien imbriqué, c'est que tu as fait gaffe. Oui, c'est comme ça que je le perçois moi. Si le mec a dû faire gaffe à la manière d'écrire pour que les événements ne se contredisent pas avec un autre dessin animé, c'est que il a dû faire plaisir aux fans, donc du fan service. S'il n'en faisait qu'à sa tête, il n'aurait rien respecté du tout, en disant mais je veux pas ça pour faire plaire aux fans, je ne fais pas de fan service. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé d'Andorre? Là, moi, il m'a bien mis au tapis. Alors moi, je dois admettre que, alors au début, j'étais très très mitigé par l'épisode de reprise, je crois que ça s'est vu, où là j'étais un petit peu méfié mes raisins, l'histoire, j'arrive pas à apprendre. Alors ok, il y a beaucoup de talents d'acting, d'écriture, d'effets spéciaux, dans le tempo, dans la mise en scène et tout, ok, sauf que moi j'accroche pas. Enfin, moi, je voyais les avis des autres qui étaient à 100%, qui étaient à fond dedans. Moi, à côté, moi, je regarde la série. Hein. Tout ce que je fais, c'est de regarder ce qui se passe à l'écran sans être viscéralement impliqué. Alors que là, depuis la semaine dernière, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule, où là, j'ai pris les épisodes dans la gueule. Où là, je me joins, là, je fais la fête, là, je suis enjoy. Là, ça fait plaisir. Parce que là, j'ai pas vu le temps passer. J'étais pas prêt en fait. C'était ça le truc. Il y avait tellement de réticence par rapport à il y a 15 jours que là, je suis en mode ah oui, là, je suis à genoux, là, chapeau bas. Là, franchement, je m'y attendais pas. Là, franchement, ouais, c'est peut-être le meilleur. Là, largement supérieur à la première cuvée là. Oui, largement. Là, je peux pas, je peux pas faire mon pisse vinaigre ou je sais pas, je peux pas être en mode moyen. Non, 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 je peux pas. Parce que là, il y a d'un côté, c'est je dois reconnaître l'ambition qu'il y a derrière. Parce que là, Andorre est. Bah là, ça s'assume en fait. Là, l'intérêt du truc, c'est de voir comment Andorre est amené à être conduit, amené à la grande histoire de Star Wars, à la grande histoire de la franchise Star Wars. On comprend mieux pourquoi elle est devenu un élément clé dans Rogue One. Parce que tout amène à ce qu'il aille sur Yavin. En fait. Là, on voit en fait les événements qui ont eu pour conséquence qu'ils se retrouvent là, à cette base des rebelles. Et de l'autre côté, on voit en fait les intrigues entremêlées, je dirais, qui amènent à ce conflit. Dans la première saison, on voit juste en fait les événements qui ont conduit à un mec qui dame comme Andorre, comme un cachet Andorre, à être embrigadé, recruté par la rébellion, qui l'amène à rejoindre ce groupe de rebelles, minoritaire à ce moment-là. Je crois que les premiers rebelles qu'ils rencontrent, c'est juste un groupe de 5-6 en fait.
rien de spectaculaire. Sauf que, et c'est là où la série est vachement ambitieuse, c'est que elle a beau donner le beau rôle à Cassian Andor en lui montrant éléments clés de la grande histoire, ça n'en oublie pas pour autant les personnages secondaires. Parce que là, on voit que Cassian Andor est pivot, en fait. Et que les autres intrigues, les autres personnages auxquels on s'était intéressé, ils le sont aussi, mais à de degrés moindres. Parce que la série, c'est sur Andor. Par exemple, on voit Mon Mothma, on voit... Ah, là, je peux pas en parler. Il y a d'autres personnages, en fait, qui sont clés dans l'univers Star Wars, qui font un petit peu des caméos apparitions, mais je peux pas trop en parler. Et on voit, en fait, leur importance ici aussi. Mais là, l'astuce de Andor, c'est que on voit là où Cassian Andor est clé dans l'histoire. Donc, il n'est qu'un élément en grande histoire, mais il est clé. D'où la compréhension du pourquoi c'est une série sur Andor, sur Cassian Andor. Donc moi je suis enjoy par rapport à cet épisode-là, et je ne peux même pas dire que c'est l'air de rien, parce que en fait c'est préparé, sauf que j'ai pas décelé, j'ai pas repéré les éléments en fait. Je crois qu'il y en avait pas mal qui l'avaient repéré. C'est pour ça que je suis que j'ai rouspété auprès de plusieurs fans qui eux les avaient repérés, et moi je voulais pas y croire. Parce qu'en fait, il y avait bien des éléments qui disaient ça et je ne les ai pas reconnus en fait. D'où le climax de ces épisodes-là. Donc là, je ne veux même pas espérer quoi que ce soit la semaine prochaine. J'approuve juste en fait, essaye juste d'apprécier à sa juste valeur, bah là, le coup de maître de Tony Gilroy. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur Andor, donc les épisodes 7, 8, 9 de cette saison 2 là. Qui, alors là, je sais pas, c'était le meilleur truc que j'ai vu sur Star Wars. Donc, salut tout le monde, à la semaine prochaine.